Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Là justement ça nous faisait du bien parce que ça s'éloignait de 80-85% de ces cahiers des charges des comics, un peu comme par exemple les propositions d'auteurs comme Joker ou The Batman, hein. Et là en fait tu nous reviens non à du basique, tu peux pas faire ça comme ça, tu peux pas entraîner ton propre univers que tu as vraiment élevé plus loin que la plupart des autres comics Batman pour cette merde, excusez-moi du terme, mais pour cette merde, c'est pas possible. Salut mes petits gros goûts, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Batman Beyond The White Knight de Sean Murphy, un tome qu'on attendait depuis bien longtemps. Et une énorme déception, mais ça on va en reparler. Mais avant cela, j'aimerais m'excuser parce que je devais faire la critique de ce comics, donc Obi-Wan. Mais alors c'était tellement pauvre que là la vidéo aurait fait allez, 2 minutes seulement. Et moi faire une vidéo de 2 minutes, ça ne m'intéresse pas du tout, surtout pour une critique. Donc voilà, on va dire que ça... Pour les lecteurs avisés, je ne conseille pas. Pour les lecteurs occasionnels, ouais, pourquoi pas, c'est pas mauvais, hein, mais c'est assez pauvre, ça aurait mérité le double de pages. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va revenir à The White Knight. Alors déjà, je vais vous expliquer mon prisme, moi, Batman, ce que c'est. On est d'accord que c'est plus qu'un super-héros, plus qu'un justicier, un détective. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est la réécriture, on va dire, de Frank Miller, ce qu'il a apporté. Inutile de revenir dessus, hein. Dark Knight Returns, Batman Year One. Également, le traitement très intéressant de Jeff Loeb et Tim Sale, que je vous conseille si vous n'avez jamais lu. Et également, dernièrement, ce que Mattson Tomlin, le co-scénariste officieux de The Batman, nous a pondu. Je vous mets au cas où la critique, donc c'était Batman Imposter, vraiment très très bon. Là, ça poussait vraiment le réalisme jusqu'au bout, en plus d'une excellente patte graphique, une narration visuelle comme nous n'en avions rarement eu sur Batman. Donc, Sean Murphy est arrivé un petit peu après, enfin plutôt avant Mattson Tomlin, et là, très très bon, premier tome de White Knight, une grosse patte bien sûr sociale, politique, alors là ça te poussait le réalisme encore plus loin avec les conséquences. Voilà, quelles conséquences vraiment quand tu es Batman, ça c'est quelque chose qu'on avait pour moi rarement exploité. Et ça me fait rire quand certains se plaignent de Joker par exemple. Ah ouais, c'est trop social. Mais alors en fait, je pense vraiment que Todd Phillips, il a forcément lu White Knight parce qu'il y a des grosses similarités, je ne pense pas que ce soit des coïncidences. Tu sentais que déjà dans White Knight, il avait dispersé des petites graines pour son second tome, donc qu'est Curse of the White Knight, jusqu'à la fondation de Gotham 300 ans avant. Entre autres, là aussi, des excellents dialogues, psychologie encore plus travaillée, les relations qu'il avait instaurées qui évoluaient, je pense entre autres à Harley Quinn, parce que moi, Harley Quinn, ce perso, à part celle de Paul Dini, moi je n'en peux plus de ce perso qui est devenu une espèce de Deadpool tête à claque. Moi après ce n'est pas mon genre d'humour, je sais qu'il y a certains geeks qui kiffent, hein. Moi après moi je me considère pas comme geek non plus, hein, vous le savez. Mais ouais, pour en revenir à Harley Quinn, c'est pas possible. Sauf dans son écriture à Murphy, mais qu'est-ce qu'elle est excellente, la relation qu'elle a avec Jack Napier, la relation qu'elle a avec Bruce. Il te prouvait encore une fois qu'il avait vraiment cerné son propos en plus de se créer son propre univers. Il y avait eu Batman White Knight, Harley Quinn, on va dire que c'était une espèce d'interlude parce que ça avait été seulement co-scénarisé vraiment le gros de l'histoire par Sean Murphy et sa femme et scénarisé vraiment tous les dialogues et les situations par sa femme qui s'appelle, comment elle s'appelle, Katana Collins. Alors là déjà il y avait un petit souci parce que ça avait retcon deux choses dont une importante des deux tomes précédents. Ça commençait à se casser un peu la gueule, mais malgré tout, sans que ce soit aussi percutant et aussi authentique que l'écriture de Murphy, je trouvais que c'était une proposition intéressante d'explorer un petit peu l'âge d'or du cinéma, mais version Gotham. Ça faisait évoluer la relation Bruce Wayne-Harley Quinn, très intéressante. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce tome Harley Quinn. Donc là, je me suis dit, bon, attention, j'espère qu'on va revenir quand même sur de bonnes bases, qu'il n'y ait plus de retcon, qu'on retrouve quelque chose d'authentique pour le troisième tome, surtout que tu nous ramènes Batman Beyond, on sait bien, on l'a bien compris, il nous l'a bien montré Sean Murphy sur ses deux tomes précédents, qu'il était un gros fan de Batman The Animated Series, et donc là, Beyond. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dès les premières pages, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai l'impression que c'était plus une écriture de fan que d'auteur, surtout venant de Sean Murphy. Moi il m'a apporté quand même un peu d'espoir pour les propositions dans l'entertainment
comics, malgré tout, c'est le seul vraiment, moi, qui m'avait rappelé Miller. Faut le faire. Bon, Miller, on sait bien qu'il a perdu de sa superbe, et là, j'ai l'impression... Bon, en fait, c'est simple. Vous vous souvenez ce qu'il avait fait, Miller? Dark Knight Returns, et sa suite, alors vraiment, on le sait bien, toute pétée, toute pourrie, The Dark Knight Strikes Again, et bien là, j'ai l'impression de ressentir exactement la même chose. J'ai l'impression que Sean Murphy a perdu de sa superbe, il a perdu son propos, il nous fait encore des petits retcons. Alors, à part bien sûr la psychologie de tous les personnages, là, ça suit vraiment l'évolution, ça suit vraiment les bases qu'il avait installées, même plus que des bases, hein, parce que ça fait quand même 2 tomes et demi que ça dure. Donc ça, très intéressant au niveau des psychologies, à part Dick Grayson, même si au fil du tome, t'as l'impression qu'à un moment donné, il se rattrape pour que ce ne soit pas si manichéen que ça. Très bon point aussi pour leur évolution, donc de leur relation. Tu nous ramènes aussi Derek Powers. D'ailleurs, il est très bien dessiné à la sauce Sean Murphy. C'est le même Derek Powers de la série animée, mais là, à la sauce Murphy, ça marche de dingue. De tous les persos des séries animées, tous les tomes, c'est celui qui fonctionne le mieux visuellement, très intéressant, même au niveau de son background. Donc, il t'a créé quelque chose d'autre. Heureusement, hein, c'est Murphy. Mais sinon, à part ça, oui, tu nous montres une espèce de dystopie, mais c'est seulement 10 ans après. Tu ne peux pas autant changer Gotham en seulement 10 ans. Il aurait fallu faire, je sais pas, peut-être 30 ans plus tard. Mais ça, c'est un gros défaut et c'est pas le seul parce que ce côté, on va dire, oppression, ce côté régime militaire dans la ville, le GTO que tu fais évoluer pour bien concorder à ce régime militaire, ouais, ok, mais c'est tout. En fait, c'est quelque chose de vu et revu. Si encore il n'y avait pas eu les tomes précédents et qu'on découvrait la patte de Murphy, là, on se dit, ah tiens, un nouveau récit Batman, ça aurait pu passer. Et encore, pour les yeux exigeants, ça fait mal. Moi, au début, quand j'ai vu un peu les retours, les critiques dithyrambiques, je me dis, mais il y a un problème, en fait. Mais en fait, non, je me suis rendu compte que non. Il y a d'autres personnes aussi exigeantes qui n'ont pas adhéré et on se pose vraiment la question. Si jamais vous l'avez lu et que vous avez même apprécié, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Et si vous n'avez pas apprécié également, si vous aussi vous n'avez pas retrouvé la patte de Sean Murphy, si vous pensez comme moi que c'est un foutage de gueule, parce que là c'est juste pas possible. Moi, franchement, à la moitié du récit, je voulais déjà arrêter la lecture. Et ça, ce n'est pas normal. Je vais m'arrêter là et je vais passer en partie spoiler parce que c'est vraiment très dur de ne pas argumenter sans expliquer vraiment. Donc, partie spoiler, attention, c'est parti. Alors déjà, le truc qui m'a gonflé, c'est que Bruce se tenait toujours au courant quand il était en tôle, par rapport aux informations donc à la télé, par rapport aux journaux. Tu comprends que finalement, il a coupé court à toutes ses relations et qu'il il ne se documente plus, on va dire, il ne s'informe plus par rapport à ce qui se passe dans Gotham. Là, c'est un peu, vous savez, l'espèce d'écriture, par exemple, quelqu'un lui explique comment c'est maintenant Gotham. Vous savez, en fait, c'est ce genre d'écriture que t'expliques bien sûr au perso, mais surtout pour faire comprendre l'écriture un petit peu maladroite au public, on aurait pu nous faire comprendre autrement plutôt que ces pseudo-explications. Un peu le souci de Nolan, je trouve. Il fait passer Bruce Wayne, vous savez que j'ai du mal avec l'écriture de Bruce Wayne de Nolan, Batman, donc il le fait passer pour un gros bêta où c'est toujours en général soit Alfred ou soit Lucius Fox qui lui apprend des choses. Bref, ça ne collait pas à ce Batman, ce Bruce Wayne intelligent. Hein. Il est quand même intelligent, Bruce Wayne à la base. C'est pas le petit bêta à qui tu apprends des choses. Enfin bref, du coup ça m'a fait penser à ça, maladroit. Mais bon, pire ça, ce petit détail, ça peut passer. Mais alors le truc c'est quand il s'évade, là, tu vois Jack qui réapparaît. Alors on sait bien que Jack est mort. Et Jack lui fait comprendre qu'en fait, dans une des scènes précédentes, je sais plus si c'est du premier ou du deuxième tome, bref, une scène qu'on a bien connue. Ah bah tiens, pendant que tu étais inconscient, en fait, je t'ai implanté une puce, en fait, je suis un algorithme pour t'aider. Alors, en fait, il était là depuis 10 ans, mais il faut attendre que Bruce s'évade pour que cet algorithme, on va dire, se mette en marche. Alors, il peut tout faire, l'algorithme de Jack. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne d'excellentes interactions, par contre, entre lui et Jack. Ça peut faire penser aussi parfois, je ne sais pas, là, aux jeux vidéo Batman, apparemment, par un moment... il tripe ou je sais pas, il s'imagine qu'il y a le Joker qui lui parle, bref, on a déjà vu ce genre de choses. Mais là, du coup, c'est au niveau, on va dire, réaliste, non, mais technologique,
vu que c'est vraiment cet algorithme, la conscience de Jack qui est intégré dans la tête de Bruce et donc qui l'aide à soit pirater des communications, pirater des caméras, bref, faire plein de choses. Alors là, c'est vraiment la facilité scénaristique déjà, et surtout ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve. Ouais, vraiment, encore une fois, je me répète, mais oh, depuis 10 ans, en fait, il est là, et non, je me réveille seulement quand t'as besoin de moi, quand tu t'évades, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, à chacune de ces interactions, parce que Jack, on se le tape tout le temps, quasiment jusqu'à la fin du récit. Heureusement, encore une fois, très bon dialogue, très bonnes interactions, mais alors, moi, ça me sortait à chaque fois, parce que je me dis, mais non, c'est pas réaliste, ou alors là, ah non, c'est vraiment la facilité scénaristique. Là, c'est du n'importe quoi, je ne comprends vraiment pas l'écriture de Sean Murphy. Mec, pourquoi tu as fait ça? C'est quoi le délire? Ça déconstruit l'univers. L'univers pourtant excellent, authentique des tomes précédents White Knight. Je me répète, désolé, et excusez-moi, mais ça me gonfle en fait. Si vous connaissez Star Wars, imaginez que vous avez par exemple les tomes d'avant, c'est du Andor, donc vous voyez, Andor, excellente psychologie de personnage, écriture non manichéenne, grosse direction artistique, y compris dans les détails, les décors, l'acting aussi, et même la direction d'acteur, la composition musicale, bref, un tout authentique. Vous imaginez que c'était vraiment les tomes précédents du Andor, et que d'un coup, tu te retrouves, ah bah tiens, maintenant Andor c'est écrit par Jon Favreau et Filoni. Et je ne dis pas ça gratuitement, et pas parce que je suis fan et connaisseur de Star Wars, non, ça me fait penser à ça aussi par rapport à ces retcons. Voilà, là aussi je me répète, mais les retcons, t'as l'impression que c'est Filoni qui se fait des petits retcons, parce que oui, Filoni, des Filoni donc. Si vous ne connaissez pas, en gros, lui, et oui, il a co-créé The Clone Wars avec George Lucas, c'est lui qui est derrière Ahsoka, la prochaine série, c'est lui qui est derrière Rebels, c'est lui qui est derrière The Bad Batch, derrière un petit peu la co-création de The Mandalorian et l'écriture de certains épisodes, pour mettre en avant ses personnages et ses œuvres. Il n'hésite pas à retcon, donc à sortir de la continuité des choses déjà établies par d'autres auteurs dans les autres romans, mais parfois aussi il se retconne lui-même. Et là, Sean Murphy, c'est ce qu'il fait. En général, moi je dis, que ce soit pour des films ou des comics, on a tous un prisme différent. Une critique, c'est subjectif bien sûr, mais là je crois que c'est la seule fois où je ne conseillerais même pas la lecture de ces comics, à part pour les personnes qui apprécient l'entertainment, voilà, qui ne sont pas prises de tête, qui n'aiment pas trop la complexité. Au pire, ouais, tu peux peut-être t'éclater avec ça, même si White Knight, encore, enfin le Beyond, encore une fois, on aurait pu proposer autre chose, surtout la Pat Murphy, mais non, 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 pour les personnes vraiment qui apprécient cet auteur-là et son univers, je le conseillerais même pas. C'est du foutage de gueule encore une fois. Enfin bref, je me répète, donc du coup, je vais m'arrêter là, mais immense déception. Enfin bref, nous, on va se retrouver prochainement pour la suite et fin du Let's Play Fallen Order, mais également au mois de juin, ce sera un peu le mois Batman sur la chaîne, parce qu'on a assez parlé de Star Wars. Et là, revenons, on va dire, à mon premier amour, moi, c'est-à-dire Batman. Il y aura entre autres le retour de la Bat-séance, il y aura également, bien sûr, la critique de The Flash, Batman de Keaton. Moi, c'est le seul truc qui me hype, vous le savez bien, au cas où je vous remets le lien de ma dernière réaction, même si j'ai peur, c'est CGI dégueulasse, etc. Ça a l'air d'être les mêmes cahiers des charges, mais bon, on ne va pas revenir dessus. Il y aura également le retour de Kevin Ngo, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu. Lui aussi, vous savez qu'il est fan de Batman. Bon, à sa manière, bien sûr, à sa mesure, mais tout de même. Donc, on parlera de The Flash et de l'entertainment avec un petit peu, bien sûr, de Batman. Forcément, là, tu te tapes de Batman, tu te tapes le Batfleck et le Batman de Keaton dans The Flash, on va en parler. Et également, concernant le personnage, une nouveauté, quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne, qui va arriver à la fin du mois de juin. Voilà, je n'en dis pas plus, vous verrez. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!